pour vous, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance de la violence dans l'espace public et privé? Et je vous pose la question, comment faire pour y remédier, docteur Richard Makon? Je crois que les Camerounais, dans leur ensemble, connaissent quel est le problème et évitent de l'adresser. Vous savez, un système extrêmement centralisé comme le nôtre donne l'impression de fonctionner d'une façon relativement acceptable tant que celui qui est détenteur de l'ensemble des pouvoirs jouit encore de toutes ses capacités à la fois physiques, intellectuelles, morales, et que voilà, il a encore toute la robustesse qui lui permet de porter un fardeau aussi important. Mais dès lors que dans un État centralisé, extrêmement centralisé comme le nôtre, le leader central s'affaiblit, soit du fait de l'âge ou le fait de une habitude extrêmement longue à exercer la même fonction, il se trouve de façon normale que l'ensemble de la structure n'étant plus tenue, que des dérèglements et des dysfonctionnements se multiplient un peu partout. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cadre du Cameroun. C'est l'affaiblissement du leader central qui crée en réalité le grand désordre que nous vivons. Et il y a la structure, il y a l'infrastructure, il y a la technostructure. La structure, c'est l'ensemble de l'organisation. L'ensemble de l'État peut être considéré ici comme la structure. L'infrastructure, c'est l'ensemble des ouvrages, qu'ils soient moraux, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient normatifs, qui permettent de réguler, de structurer la structure afin de lui donner un cadrage, un sens et une direction. Et la technostructure, c'est l'ensemble des intelligences, des outils, qui sont mobilisés pour permettre en réalité à tout ce grand ensemble de fonctionner. Nous avons donc en réalité une infrastructure qui est en total délitement. Les infrastructures intellectuelles sont aujourd'hui en grand dérèglement. La morale a foutu le camp, l'éducation ne joue plus son rôle, l'école est devenue un repère de brigands et tout ce qui se passe, qui dans notre, il y a encore 15 ans, 20 ans, était considéré comme du sacré, ne l'est plus. Quelle est la fonction aujourd'hui? Quelle est la magistrature de l'influence de l'Église? Quelle est la magistrature d'influence du policier qui était le représentant de l'ordre? Que représente encore le maître de l'école primaire aujourd'hui? Que représente la sage-femme, l'infirmière? Toute cette infrastructure morale, intellectuelle, psychologique, religieuse a perdu de sa valeur et la société est en total délitement. C'est en réalité la perte de ces repères qui crée aujourd'hui la montée de la violence qui n'est canalisée dans une société que par les infrastructures morale, psychologique, normative qui régule la société. Et donc, notre problème est que nous avons une société qui n'est plus tenue. L'ordre n'est plus respecté, la discipline n'existe plus, le maître a perdu de son autorité, le parent, dans le cadre familial, ne représente plus la figure tutélaire de la morale et de l'ordre et de l'exemplarité, et le dirigeant politique est devenu un brigand qui met en danger les populations qu'il était appelé hier à encadrer, à défendre et à diriger. C'est donc un délitement et un dysfonctionnement général qui se répercute dans l'ensemble de la société. Aujourd'hui, vous voyez un citoyen qui est dans le véhicule que le transporte, il finit de manger une banane et jette la peau de banane à même le sol et ne se demande pas, ne s'interroge pas sur celui qui peut, dans les minutes qui suivent, traverser et peut-être marcher sur la peau de banane et avoir un accident. On a donc une société qui est en total délitement et c'est de notre responsabilité collective. Si nous voulons que les choses changent, il faut d'abord que la gouvernance de notre pays change. C'est par la gouvernance qu'un nouveau leadership pourra être inventé et finalement les choses pourront revenir dans l'ordre. On a coutume de dire au Cameroun qu'on lutte contre la corruption, mais entre les discours et la réalité, c'est tout autre. Alors, comment comprendre cette dichotomie, docteur Makon, et que dire des interactions entre les différents... Et je voudrais vous demander de manière claire, quelles sont les conséquences de tout cela, docteur Makon? Merci, monsieur Okol. D'emblée, il faut préciser que la séparation des pouvoirs est une technique
qui a été inventé pour faciliter la gestion de l'État. Il y va de la séparation des pouvoirs comme la création de la technique qui s'appelle la déconcentration ou une autre technique juridique qui s'appelle la décentralisation. Il s'agit en réalité d'opérations juridiques, donc la finalité est de faciliter le fonctionnement de l'État dans le sens le plus large du terme. Et donc, la séparation des pouvoirs n'est pas une finalité en soi. C'est la vision qui préside à cette séparation qui importe la vision qui préside à la séparation, les objectifs qui sont assignés au système et les buts que le pouvoir veut bien atteindre. En fonction de ces objectifs, de cette vision, la séparation de pouvoir va se structurer en tenant compte évidemment de la nature de l'État, de la forme d'organisation de l'État, parce que tout ça est lié. Que l'on soit dans un État unitaire décentralisé, que l'on soit dans un État régional ou que l'on soit dans un État fédéral, la séparation de pouvoir dans sa consistance va en réalité différer d'un État à un autre. Et donc c'est la finalité qui est la plus importante, la séparation n'étant qu'un outil parmi tant d'autres. Alors, docteur Richard Macon, ce que j'ai envie de dire, c'est le conseil technique Michel-Ange Anguin, tout récemment, a fait ce qu'on appelle le réquisitoire. C'était un des sujets qu'on a abordé. Même s'ils ne sortent pas de l'ombre, on voit bien que certains magistrats se plaignent, certains représentants du législatif, qu'ils soient députés, qu'ils soient sénateurs, se plaignent également. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, est-ce que le véritable problème, ce n'est pas que ces gens n'arrivent pas à jouer l'équation personnelle sortie du joug? Dans un État unitaire extrêmement centralisé, pour ne pas dire plus, nous sommes, pour certains diraient que nous sommes dans un régime de confusion, même finalement le pouvoir, dans la mesure où quand on analyse de façon froide la façon dont les choses se passent, c'est l'exécutif qui a en réalité le véritable pouvoir, les autres étant des pouvoirs annexes. Donc en réalité la consistance dépend de ce que l'exécutif veut bien leur laisser. Nous avons de façon formelle un exécutif, un pouvoir juridictionnel et un pouvoir législatif. Mais on sait très bien que les pouvoirs ne sont pas égaux. L'exécutif est exorbitant du point de vue de ses prérogatives, de ses missions et de sa marge de manœuvre. Quand on regarde même la façon dont les pouvoirs sont organisés dans le cadre même de la Constitution, les pouvoirs qui sont reconnus au président de la République, en l'occurrence celui qui incarne véritablement l'exécutif, sont extrêmement importants par rapport aux prérogatives et aux missions qui sont assignées aux autres pouvoirs. Et donc, non seulement dans la dimension formelle de l'affectation de pouvoir, mais aussi dans l'exécution et la mise en œuvre de ce pouvoir, l'exécutif jouit d'un pouvoir extrêmement prépondérant qui fait que les autres pouvoirs en réalité peinent à exister et leur fonctionnement le montre au quotidien. C'est l'exécutif qui décide de ce que le législatif et le judiciaire peuvent faire. Et dans ce cas, je vous pose cette question formelle. Jusqu'à quand tout cela va durer, docteur Richard Macon? À l'avènement d'une nouvelle république dans laquelle la démocratie sera effectivement la règle du jeu. Tant que nous sommes dans un système comme le nôtre, où l'ensemble des pouvoirs sont caporalisés par l'exécutif, un exécutif extrêmement fort qui en réalité constitue une chape de plomb sur l'ensemble des autres pouvoirs et qui contrôle à la fois les avenues, les monopoles, les privilèges, les licences. Dans une telle configuration, les autres pouvoirs vont simplement jouer de la modeste des façons possibles le rôle qui leur est assigné par la Constitution, sans que ceci ne puisse se traduire en termes d'amélioration des conditions de vie ou en termes de consécration de la démocratie.